Maintenant, c'est l'hymne du Rotary. Donc, je vais le lancer. Je demande aux participants de couper leur micro pendant l'hymne du Rotary parce que ces fois, il y a des interférences. Merci. Si vous voulez prendre hauteur grâce à un nouveau poétique, c'est possible grâce à cette auto. La partie principale est reliée à un ici à l'écran. Et jusqu'à plus de Merci. Donc, on va continuer le programme, si vous permettez. Donc, on va passer à une présentation de nos deux clubs respectifs. Donc, je vais commencer, si vous permettez, par la présentation de notre club. Après, je céderai la parole à Fatima pour présenter le club Ouefella Radir, Renaissance. Donc, rapidement. Avant juste de commencer la présentation, je redemande aux participants de couper leur micro, comme ça on aura moins d'interférences, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde d'abord. Hein. Allez, je coupe. Bonsoir, Fadel. Donc, notre club Rotary Ariane à la Rose a été créé le 21 juin 1996. Le comité des clubs d'Ancien Yasfar et la présidente qui va signer tout à l'heure le protocole de jumelage avec notre cher club d'Ekadir, Ouefella Renaissance. Le club parrainé, donc on a pas mal de clubs. Il y a les jeunes maintenant qui viennent assister à nos réunions. Exceptionnellement, ce soir, on les a invités pourtant. Bon, peut-être c'est samedi soir. Hein. Ça, les jeunes Rotaract, les Interact, qui assistent à nos réunions périodiquement. Bon, rapidement, les actions de club, on ne va pas trop s'étaler. On a une placette qu'on a créée et qu'on est en train d'entretenir tous les ans. Et donc, c'est une placette qui nous fait honneur et plaisir. On l'a fait à l'occasion du 100e anniversaire du Rotary. On entretient des écoles. C'est une station de dessalement qu'on a fait à notre club Osimo en Italie. C'est dans une île sur la côte tunisienne. Ça, c'est une coopération entre les médecins tunisiens et italiens. Ça, les SAMI social, tout à l'heure, lui qui va intervenir, il est versé dans ce domaine, il a fait toute sa carrière. Donc, on a fait pour les SDF pas mal d'actions. Là, vous le voyez, Habib. Ça, c'est une action de reboisement. Ça, on a fait pour les SDF une journée pour le cyclisme. Elle était sponsorisée par ma mal de sociétés. On a voulu, enfin, il y a 2 ans, enfin, c'était en 2019, on a voulu la reprendre cette année, malheureusement, avec le Covid. On l'a mis en stand-by. On a eu une bourse doctorale pour une étudiante
qui a fait ses études en Italie. Ça, c'est une action de télémédecine entre une île de Kerkena et un hôpital en Italie. Bon, ça, c'est l'action qu'a fait tous les clubs rotariens. Ça, c'était le maire et le président des maires des mairies des communes en Tunisie et il est le président d'honneur de notre club. Donc, on a fait un don suite au Covid-19. Et voilà, d'autres actions caritatives, l'entretien des écoles, le soutien, la rénovation d'une école. Voilà, nous avons des conventions signées avec le SAMI social en Italie, commissariat des eaux et des forêts. Nous avons des clubs contacts en Italie, en France, en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, avec la signature du jumelage ce soir, le club Rotary Agadir Oufella Renaissance en fera partie et on va vous ajouter sur la présentation de notre club. Voilà d'autres actions. Les Italiens maintenant, Osimo, on s'est mis d'accord. Chaque année, ils viennent chez nous et l'année suivante, on y va chez eux. Comme ça, pour consolider la relation avec ce club. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et voilà nos amis du club qui sont réunis lors d'une manifestation. Voilà, j'ai essayé d'être clair, concis et précis, sans trop s'étaler sur la présentation. On aura l'occasion de se connaître davantage. Sinon, je cède la parole à Fatima pour présenter le club. Arrêtez, donc voilà. Partager l'écran. Donc, voilà. Sidi Ahmed. Oui. Excusez-moi de vous déranger tous. Je tiens à présenter Si Mehdi. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il est connecté avec nous. L'ex-DG je te laisse le soin de leur expliquer tout ça. Ah oui, rapidement. Donc, Mehdi est à Haïti. C'est un Marocain d'origine, enfin, il est marocain. On a profité. Il est un ami à Fadl, un rotarien de souche. Donc, Fadl a profité de l'occasion pour l'inviter à assister à cette cérémonie, cérémonie de jumelage. Donc, on souhaite la bienvenue à Mehdi et pourquoi pas, on fera un jumelage à 3. C'est pas on l'appelle jumelage, on l'appelle triplage. On verra bien le terme qu'on va utiliser. Peut-être pour collaborer, ce sera une collaboration tripartite. Merci Fadl et merci Mehdi de faire partie. C'est un ex-DG de la Polonie française. Hein. Voilà, effectivement. Marhaba Mehdi. Ok, sinon je cède la parole à Fatima pour présenter le club Oufella Renaissance. Donc à toi la parole, Fatima. Fatima, il faut activer ton micro, s'il te plaît, Fatima. Il faut activer ton micro, il est désactivé. Bonsoir, merci Ahmed. Cher gouverneur Saïd Najjar, chère présidente Dr Salwa Khliji, Madame Samia Sfar, nos invités, Madame Mahjouba, Monsieur Habib et Madame Saïda Bouchben, notre responsable image publique du district 90-10, Sadia Aglif, Madame Sadia Al-Mghari, Si Mehdi, bienvenue, toute l'assistance. Alors, notre club Agadir Oufella, si tu veux passer notre club Agadir Oufella Renaissance est né le 13/9/2017 lors du gouvernorat de notre cher ami Dr Abdelilah Lehlali. Nous avons reçu notre charte au Forum africain de la même année. Notre club se compose de 20 personnes. Si tu veux tu peux passer les slides. Tout de suite. Donc, notre club se compose de 20 personnes dont la classification est diverse et variée. Donc, des médecins, des cadres bancaires, des ingénieurs, des professeurs,
voilà, des gens de la santé publique. Nous avons un ex-colonel des phares, Stiab Ilah, et nous travaillons dans les 6 axes. Nous essayons de travailler dans les 6 axes stratégiques du Rotary international. Donc, nos actions sont, voilà, nous sommes parrains d'un nouveau club qui est le club Casbah Sud, qui vient de naître cette année, donc ouvrir les opportunités à de nouveaux clubs. Nous sommes son parrain. Donc, la présidente est Madame Fatima Bouachraoui. Donc, si tu je vous rappelle passer. que je crois qu'on est le premier club Rotary au Maroc qui est parrain d'un club Rotary, c'est ça? Si je me trompe, merci pour la précision, Salwa. Je crois. D'accord. Donc, on passe. Ahmed, s'il te plaît. Nous avons des relations à l'international. On avait signé une charte d'amitié avec le club Saint-Laurent-du-Var. Nous avons un contact avec Paris La Défense et nous avons aussi un contact avec un club de Sceaux dans la région parisienne. Nous avons d'autres, si tu peux passer s'il te plaît. Alors, on va parler des actions. Donc, nos actions, nous avons fait plusieurs actions toujours dans les axes du Rotary mère et enfant. Là, c'est des circoncisions qu'on avait faites en faveur des mères célibataires pour leurs enfants. Nous avons aussi fait des hivers chauds dans les villages enclavés dans la montagne, en distribuant des couvertures, des denrées alimentaires, accompagnés bien évidemment à chaque fois d'un dépistage, d'une action médicale. Nous avons aussi participé avec nos rotaraxiens à une rénovation d'une école dans une montagne, pas loin d'Agadir, à Imouzer, l'école Les Cascades. Nous nous sommes occupés aussi, nous avons invité les enfants dont s'occupe Saïda Tarouano et avec qui nous avons une convention à un week-end de surf pour les faire sortir un peu et qu'ils participent à la vie active aussi et à la vie touristique, sachant qu'ils sont dans une ville touristique. Nous avons fait 2 caravanes médicales, une Akka, une à Tata. Il faut savoir que Tata et Akka, c'est des villes qui sont vraiment très éloignées et qui sont… nous avons la spécificité de notre région sud, c'est que nous avons les villes qui sont éloignées, on a un grand espace, mais il y a des gens qui n'ont pas accès à la médication et à l'école non plus. Donc, on va de temps en temps, on axe nos actions sur ces endroits-là qui sont éloignés. Donc, c'est la caravane médicale qu'on avait fait à Tata et on avait fait à Akka avec la distribution de médicaments. L'une des caravanes, on a opéré 30 enfants, jeunes enfants. Voilà, donc si on peut passer pour aller un peu plus vite. On a participé, nous sommes partenaires de la Fondation Dar Ahmed. La Fondation Dar Ahmed est une ONG qui est très importante. C'est eux qui ont fait le projet de la récolte, si vous permettez l'expression, du brouillard pour emmener de l'eau à 127 familles dans la région de Sidi Ifni. Donc, nous sommes partenaires avec eux. On a participé à la plantation il y a 2 ans, à la plantation d'arbres fruitiers dans une oasis pédagogique. On continue avec eux pour faire toutes les actions. On participe avec eux dans d'autres actions. Donc, là, c'était la caravane de Tata, avec le staff médical. Là, on avait visité l'association Tarouano pour équiper une pharmacie chez eux. On fait des consultations permanentes chez eux aussi. Nous avons participé à l'équipement d'un foyer de Madame Mahjouba, c'est-à-dire dont s'occupe Madame Mahjouba,
Idbouch, à l'association Ahdan. C'est une association des mères célibataires. Donc, Mahjouba nous fera un petit topo tout à l'heure. Là, c'est l'équipement d'une école aussi, des toilettes, parce que dans la campagne, les filles ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de toilettes pour filles. Donc, on a fait des toilettes pour garçons et pour filles pour permettre aux filles de venir à l'école. Là, je crois que c'était la polio. Donc, on avait participé. Non, c'est le don de sang auquel on a participé en Interclub Agadir. On avait fait un don de sang lors de la journée de la polio. Là, notre participation au district 90-10 au Coronatan. Et nous avons été très fiers de faire cette action. Le parrainage d'un éducateur au sein de l'association Sarouano pour s'occuper des enfants. Et là, nous sommes en train de faire un partenariat avec Surf Radar Foundation. C'est une association qui s'occupe de l'environnement, qui s'occupe du littoral. On est en train de faire un parrainage avec eux. Là, c'est notre action dans une école pour la sensibilisation à la Covid-19 et lors de la journée du polio. Voilà. Je vous remercie. Je réitère ma bienvenue à toute l'assistance. Merci Fatima. On va tout de suite céder la parole à Madame Mahjouba Idbouch, qui, pour nous parler, nous exposer ce qui a été fait au Maroc concernant les mères célibataires. Et vous l'avez constaté lors de la présentation qu'a fait Fatima, il y a pas mal d'actions qui ont été faites dans ce sens-là. À vous la parole, Madame Mahjouba. Alors, je viens d'avoir Madame Mahjouba au téléphone. Elle n'arrive pas à… je crois qu'elle a un problème de connexion, donc elle ne nous entend pas et elle n'arrive pas, son micro n'arrive pas à activer le micro. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, nous, ce qu'on a… Oui, Salwa, allez-y. On pourrait déjà commencer par Sil Habib. Il n'y a pas de souci. Espérant qu'elle arrive à régler tout problème d'ici là. Il n'y a aucun souci. Donc, on a prévu deux intervenants. Il y a Madame Mahjouba. Bon, j'espère qu'elle résoudra le problème technique. On cède la parole à Sil Habib, qui est un membre de notre club et en même temps, il a fait toute sa carrière dans le social. Donc, il va parler de l'expérience tunisienne en matière de ce qui a été fait pour les mères célibataires. À toi la parole, Habib. Merci Ahmed. Donc, encore une fois, je renouvelle tous mes remerciements à tous les présents. Le bienvenu également. Mon intervention va se limiter sur les mères célibataires. En fait, j'ai fait en arabe, mais je l'ai traduit et j'ai fait un résumé concernant le phénomène des naissances hors mariage et plutôt des mères célibataires. Donc, partons de l'idée que les naissances hors mariage est un phénomène qui touche tous les pays du monde et toutes les civilisations. Donc, notre pays, ainsi que le Maroc ou d'autres, ne sont pas à l'abri de ce phénomène. De ce fait, la loi tunisienne, partant du code du statut personnel, les enfants qui sont nés hors mariage ne peuvent pas disposer d'un nom patronymique. Il y a eu des changements au niveau de la loi, c'est-à-dire qu'en 1989, il y a eu une loi qui a été faite relative à l'octroi d'un nom patronymique pour les enfants qui sont nés hors mariage. C'est-à-dire que cette loi permet à l'enfant qui est né hors mariage d'avoir un nom. Seulement, ce n'était pas suffisant. Il y a eu des petits changements et cette loi a été modifiée en 2003 et qui stipule que la maman peut accorder son nom de famille à son bébé. En plus, cette loi permet aussi la maman de déposer une plainte et de poursuite
pour des poursuites au niveau des tribunaux pour l'octroi d'un an et voire même on peut aller jusqu'à l'ADN pour l'octroi de noms patronymiques. Ce qui permet à l'enfant, en cas de reconnaissance, d'avoir les mêmes droits que l'enfant, entre parenthèses, naturel, à savoir la pension, la protection, le hadana, comme on dit, et ceci a encouragé la maman à garder son enfant et de ne pas l'abandonner ou de le placer dans tel ou tel centre social ou chez une famille. Ce qui permet à l'enfant, au moins, un strict minimum de protection et de stabilité. Et on tient compte également du principe de l'intérêt primordial de l'enfant. C'est ce qu'on appelle en arabe المصلحة الفضلى للطفل. C'est-à-dire, entre parenthèses, nous avons un code de protection de l'enfance qui réglemente cette opération. Je suis parti de l'idée, en tant que directeur d'un centre d'hébergement et d'encadrement des cas sociaux, ce centre accueille des personnes qui sont en difficulté, à savoir des personnes âgées, des familles et entre autres des mères célibataires. Donc, au sein de ce centre, j'ai profité pour faire une étude concernant le phénomène des naissances hors mariage et des mères célibataires. Cette étude consiste à voir le profil des mères célibataires, les conditions sociales, définir les besoins de cette catégorie pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement, le programme d'encadrement et de protection sociale pour la mère célibataire et de son bébé, le rôle des associations dans l'encadrement et l'insertion sociale et familiale. L'échantillon qu'on a pris, c'est sur 250 cas, sur 3 années, c'est-à-dire 2017, 2018 et 2019. Qu'en est-il de cette étude? Le profil de la mère, commençons par l'âge. L'âge, c'est à peu près entre 15 ans et 45 ans. De cette étude, on déduit que l'âge des mères célibataires entre 15 et 20, ça représente 32%. Entre 21 et 25, c'est 33%. Entre 26 et 30 ans, 23%. Et 30-35, 10%. Et 35 et plus, ça représente 2%. Ce qui nous permet de constater que le profil, qu'il s'agit d'une jeune femme qui a tendance plutôt à vivre sa jeunesse et de profiter au maximum, entre parenthèses, de cette liberté, mais parfois même qui conduit à la délinquance. C'est en ce qui concerne l'âge des mères célibataires. Le second, c'est le niveau scolaire. On a remarqué que 15% sont analphabètes, 41% sont du niveau primaire et 36% niveau secondaire et enfin 8% qui sont des niveaux universitaires. Également, en ce qui concerne la profession, on a vu que 6% sont des aides ménagères, que 65% sont en chômage et 21% des divers métiers et 8% sont des étudiantes. Quatrième axe, la localisation géographique. De cette étude émane que 28% des cas étudiés font partie du Grand Tunis, c'est-à-dire les 4 départements ou wilayas, à savoir Tunis, Ariana, Benarous et Manouba. Pour ce qui est du nord-est, ça représente à peu près 14%, le nord-ouest à 30%,
le centre 13%, le sud 10%. Pour les étrangères, ça représente 6%. C'est en ce qui concerne la localisation géographique. La plupart des mères célibataires sont d'origine rurale. C'est un constat. Qu'en est-il du sort du bébé? On a remarqué dans cette étude au Centre d'encadrement et d'orientation sociale que 57% des mères célibataires gardent leur bébé. Et dans ce pourcentage, il y a 20% de mariage. C'est-à-dire qu'on a célébré au niveau du Centre d'encadrement et d'orientation sociale, durant ces 3 dernières années, à peu près 20% des mamans qui sont passées au niveau du centre. 33%, malheureusement, d'abandon. L'abandon, c'est dans des institutions sociales, pour des raisons, bien sûr, personnelles, où il y a l'impossibilité de garder l'enfant, pour des raisons familiales. On a remarqué qu'il y a un refus au niveau des familles, des conditions matérielles ou des prédispositions, ou bien surtout le côté psychologique de la maman. Et 10% des enfants sont placés provisoirement dans des institutions. Nous avons un grand institut qui est l'Institut national de protection de l'enfance, c'est-à-dire que la loi tunisienne permet à la maman de pouvoir placer son enfant dans cette institution pour 6 mois, renouvelable une deuxième fois. C'est-à-dire que la maman qui n'est pas prête psychologiquement et matériellement pour garder son enfant a la possibilité de le placer dans cette institution pour qu'elle puisse le reprendre ultérieurement. Également, je voudrais parler de la protection que peut, au niveau de notre centre, pour la maman. C'est-à-dire que, j'ouvre une petite parenthèse, c'est qu'on accueille la maman célibataire durant les derniers mois de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Le centre lui fournit une protection de base. La protection de base consiste de l'hébergement, bien évidemment, la nourriture, l'habillement et les soins médicaux. Ensuite, il y a un encadrement psychologique qui est très important, sachant que c'est une grossesse non désirée. Donc, on travaille sur le côté psychologique, c'est-à-dire qu'on a au niveau du centre toute une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, de travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés et du corps médical et paramédical, ce qui facilite un tout petit peu la tâche de l'encadrement de ces mamans-là. Également, en parallèle, il y a tout un acheminement et un encadrement au niveau social, dont l'objectif est de préparer la maman à une meilleure insertion avec un accompagnement dans les démarches administratives, pour les soins médicaux et pour pas mal de choses là-dessus. Également, on attache une importance considérable par le biais des travailleurs sociaux pour la médiation avec les familles, pour faciliter la réinsertion de ces mamans-là, parce qu'on sait pertinemment que ce n'est pas facile qu'une maman puisse refaire surface et puisse être acceptée par sa famille. Également, on ne travaille pas seul, donc il y a toute une coordination avec d'autres intervenants et d'autres associations. Nous avons des associations. Par la suite, quand la maman quitte le centre après l'accouchement et après, donc il y a des associations qui prennent la relève pour ces mamans-là, que ce soit au niveau de l'hébergement, au niveau de la formation professionnelle, ou elle aide à trouver un emploi. Le problème qui se pose, c'est le suivi. Le suivi, vous savez, c'est pas facile de faire un suivi du moment que
après la grossesse qui est non désirée, après l'accouchement, après tout ce périple. Donc, le suivi, ce n'est pas facile parce qu'il y a des mamans qui ne veulent pas continuer à travailler avec les structures sociales. Donc, on comprend tout ceci. Reste à préciser que durant son passage, la maman bénéficie de soins au niveau du planning familial pour ne pas tomber dans le récidive. C'est-à-dire qu'on encourage la maman à prendre les mesures nécessaires pour les préventions et pour avoir des relations protégées. Bien sûr, il y a tout un programme éducatif, sexuel au niveau des centres pour une meilleure sensibilisation